Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique, le troisième de la semaine. Oui, il y a beaucoup de politique, l'actualité nous y oblige. Nous allons aujourd'hui traverser la Manche. La Manche, c'est cette séparation dans la mer entre la France et la Grande-Bretagne pour aller rencontrer quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà, car son actualité vis-à-vis de son pays d'origine, le Cameroun, est assez dense ces derniers temps. Mais avant de l'enquiquiner sur l'actualité camerounaise, nous allons essayer de l'enquiquiner sur l'actualité france-africaine. Bonsoir Jean-Pierre Dupont. Bonsoir, Jackie. Comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Moifo, et vous-même? Je vais très bien, il fait chaud, il fait beau, je suis en bras de chemise, ça va très bien. Vous, chez vous, il pleut toujours, voilà pourquoi vous êtes en veste. Non, pas du tout. Je me suis habillé comme ça par respect pour vos téléspectateurs et téléspectatrices. Il fait très, très beau. Il fait très, très beau aujourd'hui. Alors, je suis dans mon bureau, il y a la clim, et puis sans souci. Oh, formidable, c'était surtout pour les téléspectateurs, j'en suis certain. Bon, on va Voilà. rester sur la politique, c'est mieux comme ça. Alors, Jean-Pierre Dupont, déjà, il y a beaucoup nous disent que vous n'êtes pas camerounais parce que votre patronyme sonne plus français. Dupont, c'est pas d'un coin du Cameroun. D'où vous vient le nom Dupont? Ben, il faut dire que ceux qui le disent ne font peut-être pas de naïveté. Parce que les gens de ma génération savent, si vous allez aider, vous allez trouver beaucoup de Dupont. Moi, je suis natif de la Damawa par mes parents. Je suis né à Koutaba. Alors, ceux qui connaissent, si vous connaissez, Dans le Noun. voilà, si c'est 10 km de Fumbane. Alors, si vous connaissez Fokou, le quincailler, Oui. c'est mon père qui lui a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que mon père faisait dans les vivres frères. Il a perdu son père à lui, parlant de mon père, bien sûr, mon père biologique. Il a perdu son père à lui en 1956, il avait 12 ans. Donc, il a été adopté par un Français qui s'appelait Lubon Alphonse Dupont. Voilà. Et le nom que je porte est le nom de son fils aîné, qui était médecin. Voilà. C'est lui qui a adopté mon père. Et donc, je suis camerounais, je suis français, citoyen français, oui, mais j'ai aussi le passeport camerounais, avec un acte de naissance établi au Cameroun où je suis né. Alors, j'étais en train de dire que chaque nom a une histoire et même ce que j'appelle un historique et un héritage. On ne, on ne choisit pas, comme disait un artiste français, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays. Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, je vous donne son nom. Voilà, c'est lui, voilà. J'aime d'ailleurs ses chansons. Donc, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Nous avons les héritages que nous avons. Je vais vous faire plaisir en la fredonnant un peu. On ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, Tout à être fait. né quelque part, voilà. Voilà. Donc c'est cela. Donc, j'ai maille à partir avec ce patronyme, même dans les réseaux sociaux, parce que quand j'interviens politiquement, on me dit, mais vous vous cachez derrière un faux profil, assumez votre nom. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Dupont. Pour la petite histoire, dans les années 90, j'ai travaillé pour le groupe Forte. C'est un groupe qui intervenait dans les finances, dans la pharmacie. Et lorsqu'en 1992, le groupe Air France a souhaité se détacher ou se séparer de sa branche hôtelière, parce que le groupe Méridien appartenait à Air France, le groupe Accor s'est porté acquéreur, ils ont refusé. Et le groupe pour lequel j'étais consultant, le groupe Forte, a racheté les hôtels Méridiens. Et il y avait un hôtel Méridien au Cameroun qui s'appelle Pullman aujourd'hui. Et à l'époque, ça s'appelait les Cocotiers, qui était la propriété du président Aïdjo. Et le président Aïdjo en avait confié la gestion à la famille Fadil, qui ensuite a souhaité s'appeler le Méridien sous franchise. Et le Méridien, le directeur général, et ils avaient le droit de porter le nom pour des raisons de marketing. Et on leur avait enlevé 2 étoiles. On leur a enlevé 2 étoiles parce que 2 étoiles parce qu'ils ne tenaient pas bien l'hôtel. Enfin, vous savez que les hôtels sont contrôlés par les groupes Michelin et beaucoup d'autres organisations. Et si le standing n'est pas maintenu, on vous enlève des étoiles, etc. Voilà. Donc, moi, on m'a envoyé au Cameroun dans cette optique. Je suis allé au Cameroun de janvier à juin 98 et je devais remplacer un Français.
Alors, j'étais en communication avec lui pendant 6 mois. Au téléphone, je n'ai pas d'accent, bien sûr. Et avec mon nom, il se disait qu'il avait affaire à un Français blanc. Alors, je débarque au Oui, Cameroun le 17 janvier 1998. Et il vient me chercher à oui. l'aéroport. Et il a mon nom inscrit sur une pancarte. Alors, je m'avance vers lui. Je dis, excusez-moi, mais non, 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 je n'ai pas le temps de vous renseigner. J'attends quelqu'un qui arrive. J'ai dit, ben, Oula, j'ai dit, cette personne qui arrive s'appelle Jean-Pierre Dupont. Il m'a dit, oui, j'ai dit, c'est moi. Et à l'époque, j'avais un passeport suédois. J'ai aussi la nationalité suédoise, entre autres. Donc, je lui montre mon truc. Il me fait le commentaire. Un Camerounais qui s'appelle Jean-Pierre Dupont qui a le passeport suédois. Je dis, mais monsieur, il s'appelle Crest. Je dis, mais vous êtes venu me chercher ou bien vous êtes venu commenter sur mon état civil? Voilà. Donc, il a toujours fallu. Et une deuxième anecdote, puisque vous parlez de mon patronyme, en oui. 1989, j'étais en Suède et j'étais le président de l'Association des Français de Suède. Et Mhm. j'étais invité enfin, j'ai reçu une invitation à l'ambassade de France pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution française. Alors nous attendions, Je vois. voilà, le directeur culturel, nous attendions dans son bureau et c'était mon tour. On dit, Monsieur Dupont, je me lève, je vais dans son bureau. On me dit, non, 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 c'est pas votre tour, c'est le tour de Monsieur Dupont. J'ai dit, ben, c'est moi. Voilà. Je sors ma carte d'identité française. Donc, voilà, ça me joue des tours comme ça tout le temps. Bon, voilà. Et, Bon, puis, puisque ça, on va faire qu'un livre sur tout ça. et puisque ça vous intéresse, mon fils aîné, qui est né en Suède, qui a 30 ans, il venait d'avoir 30 ans, il s'appelle Thierry Arnaud Georges Pompidou. Voilà. Pardon? Il s'appelle Georges Pompidou, mon fils aîné. Et Pourquoi? à la demande de mon père, qui aimait bien le président Pompidou, et il avait dit, D'accord. celui de mes garçons qui aura un fils lui donnera ce nom. Alors donc, mon fils, il ne parle pas un mot de français en dehors de dire bonjour, etc. Il parle suédois et anglais. Et chaque fois qu'il voyage, il tend son passeport. Il s'appelle Georges Pompidou. C'est cela, voilà. Non, Bon, ben, on salue les Suédois, les Français suédois des Suèdes qui ne disent pas un mot de français. Il s'appelle Georges Pompidou. Voilà. Alors, Jean-Pierre Dupont, l'actualité en France ce mercredi 20 mai 2020, c'est le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA qui vient d'être adopté en Conseil de ministres, texte très attendu par l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Un texte qui valide donc la transformation du franc CFA qui devient éco en maintenant la parité fixe entre l'euro ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Qu'est-ce que cela évoque pour vos réactions? C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux et même de l'arnaque. Parce que vous ne demandez pas à un maître d'affranchir ses esclaves. Comme je dis souvent à mes amis résistants de la diaspora, la liberté ne se trouve pas, elle s'arrache. Vous n'allez pas demander à celui qui vous a gardé sous un joug colonial pendant plus de 2 siècles que l'initiative de votre libération vienne de lui. Parce que si la France veut montrer qu'elle est sincère dans ce coup-là, il faut déjà nous rembourser tout ce qu'ils nous ont pris, c'est-à-dire tout ce qu'ils nous ont pris dans ce contexte-là. Parce qu'il faut rappeler aux plus jeunes que jusqu'en 2007, si mes souvenirs sont exacts, la France retenait 70% de nos avoirs au Trésor public. J'ai écrit ma thèse dessus en 1997, ma thèse était dessus. On s'est demandé, on préparait l'avènement de l'euro. Et j'avais écrit, le franc CFA est arrimé, sa parité est arrimée au franc français. Et en 2002, le franc français disparaîtra. Qu'en sera-t-il de l'arrimage, etc. Donc j'ai écrit, c'était un domaine dans lequel j'ai fait beaucoup de recherches. Donc à un moment, on était à 70%, on est descendu à 65% et on est passé à 50-50. Je crois sous Dominique de Villepin en 2005, quand il était Premier ministre. Voilà. Cette histoire de l'UMOA, c'est une grosse escroquerie de la France alliée à Alassane Ouattara. Parce qu'il faut rappeler que les pays comme le Nigeria, le Ghana ne font pas partie du franc CFA de l'Afrique. De l'humour. Voilà. Il faut distinguer la CEDEAO et l'autre organisation où on compte les pays anglophones. Et l'humour. Voilà. Alors, c'était un la vieux CEDEAO et l'humour, ce qui est... Voilà. C'était un vieux projet du temps du président Félix Houphouët-Boigny où les anglophones travaillaient sur une convergence monétaire. Et pour y parvenir, il faut travailler à
c'est-à-dire qu'on va uniformiser les taux d'intérêt. Il faut que les importations et les exportations des autres puissent aller ce qu'on appelle la balance commerciale. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'avec l'euro, où vous n'allez pas faire croire aux gens qu'un Grec a un même niveau de vie, un Portugais, tout ça, et les Grecs ont le même niveau de vie que les Allemands, même s'ils ont la même monnaie. Voilà. Donc, c'est la même chose qui se passe en Afrique de l'Ouest, où vous avez un Malien, un Burkinabé, qui a la même monnaie dans sa poche qu'un Ivoirien. On ne peut pas comparer l'économie ivoirienne et l'économie malienne, par exemple. Donc, c'est ce qu'il fallait éviter. Et les Nigériens travaillaient dessus depuis très longtemps, lorsque Alassane Ouattara est venu annoncer cela. Donc, il faut la convergence des économies. Ça, c'est dingue. On ne peut pas le faire sans faire la même chose en Afrique centrale. Parce que pour les jeunes téléspectateurs qui nous suivent et qui ne suivent pas ces questions-là, il faut leur rappeler que vous avez le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et vous avez le franc CFA d'Afrique centrale. Et dans les deux banques centrales siègent des administrateurs français dans les conseils d'administration et ils détiennent un droit de veto. Donc, ça ne peut pas se décréter comme ça. C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que c'est fausser le problème. Il faudra revenir. Je ne sais pas si vous avez lu Poemi Tunjan qui parlait de monnaie et des services. Voilà. Il y a un autre chercheur ivoirien, Nicolas, le professeur Nicolas, il a un nom. Nicolas Bou, qui ne répond jamais à mes invitations sur GMTV+. Je le dis ici. Je le lui ai dit aujourd'hui, pas écrit sur WhatsApp. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des travaux très, très intéressants. Il faut lire ses travaux. Et quand vous l'inviterez, posez-lui la question que vous me posez à moi. Il veut bien venir un jour. Non, il viendra. Il viendra. C'est quelqu'un de très, très bien. Il viendra. Il faut juste... je le salue d'ailleurs en passant. C'est mon beau-frère Bété. Il viendra. Il faut juste aller mollo avec lui. Mais quand il viendra chez vous, posez-lui la question. Vous verrez que c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on est en train de botter en touche pour attirer l'attention ailleurs. Ça ne peut pas se faire comme ça. Si la France est sincère dans cette histoire, il faudra regrouper tout le monde. Les politiciens, les experts, les techniciens de la question, la société civile africaine, etc. Et il faudra dédommager les gens. Parce que pendant très, très longtemps, l'argent qu'ils nous ont pris dans ce mécanisme nous a privés de développer nos infrastructures. Donc, on ne peut pas faire ça comme ça d'un coup de balai. Attends, vous qui êtes originaire de l'Ouest, c'est comme si vous et moi faisions la tontine. Vous tontinez, vous ne gagnez jamais. Je vous dis, écoutez, vous savez, demain, on ne fait plus la même chose, on fait autre chose. Mais qu'en est-il de ce que vous avez cotisé avant? C'est une petite arnaque qui continue. Donc, c'est vraiment un non-événement, si vous voulez mon avis. Si je comprends bien pour vous, on avance là vers deux monnaies différentes en Afrique de l'Ouest, car le Nigeria et le Ghana risqueraient de ne pas adhérer à ce projet-ci. Non, mais ils n'adhèrent pas. Moi, j'étais au Ghana en novembre. J'ai eu des discussions avec certaines autorités, etc. Le Ghana ne fait pas partie de ce projet. Le Nigeria non plus. Déjà, vous savez, lorsque Macron est allé au Ghana, le pays parlait d'aide. Le président ghanéen lui a répondu sarcastiquement. Il lui a dit l'Afrique, parce que le projet, l'actuel président du Ghana, il a été élu sur un slogan Ghana Beyond Help. Le Ghana n'a pas besoin d'aide. Parce qu'ils ont des ressources et ils ont une philosophie des anglo-saxons. Nous faisons avec ce que nous avons. Si vous gagnez 100 francs, vous ne pouvez pas dépenser 1000 francs. Parce que si vous gagnez 100 francs et que vous déposez en dépenser 1000, les 900 autres francs viennent forcément de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est ça le philosophie. Et il a dit à Macron, un continent comme l'Afrique, nous avons les terres agraires, nous avons les ressources, etc. Je ne vois pas en quoi la France va nous aider. C'est vraiment la charité qui se moque de l'hôpital ou l'inverse. Donc, ce débat est un débat qui doit aller au-delà. C'est-à-dire que les vraies indépendances africaines, la vraie indépendance économique, et que nous, je parle des francophones, que nous apprenions à nous défaire des chaînes de l'esclavagisme mental. Voilà. Nous consommons ce que nous produisons, parce qu'un pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, on n'a pas besoin de produire du café. Vous savez, vous, combien d'Africains boivent du café? Moi, je n'en bois pas. Ben, je vais vous dire, lorsque je m'amuse avec mes amis blancs, je leur pose cette question-ci. Savez-vous la différence qu'il y a entre un noir et un blanc en matière de café? Ils me regardent tous, ils ne comprennent pas. Je leur dis, la différence, c'est que les uns le cultivent, les autres le consomment, et malheureusement, c'est le consommateur qui fixe le prix. C'est qui? Absolument. Absolument. Normal.
vous le faites de façon anecdotique, mais c'est très, très profond ce que vous dites. Parce que, et c'est ça la clé. C'est ça la clé de nos dépendances économiques vis-à-vis de ces gens-là. Vous me vendez votre chemise, c'est vous qui fixez le prix. Je vous vends ma cravate, c'est toujours vous qui fixez le prix. Mais où est donc... Voilà, donc tant que les Africains ne comprendront pas, j'étais recenseur, comment ils appellent ça, agent de recensement, lorsqu'ils ont dévalué le franc CFA en 94, ils avaient recruté des gens qui avaient des connaissances dans le domaine financier. J'avais été recruté comme agent de recensement parce qu'après, il fallait faire ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, etc. Donc, notre travail, il allait dans les pays où ça avait été dévalué. J'étais reparti au Cameroun pour l'occasion. Il fallait faire la différence entre ce que les gens gagnaient vraiment et ce qu'ils dépensaient et ce qui leur restait, ce qu'on appelle en anglais disposable income, c'est-à-dire quand vous avez fini de payer l'essentiel, les besoins de première nécessité et le surplus d'argent qui vous reste. Je ne sais pas comment on le dit en français. Voilà. Et c'est par rapport à ces rapports que la Banque mondiale prêtait l'argent à chacun des pays qui avaient été concernés par la dévaluation. Mais dans le cas du Cameroun, c'était vraiment risible parce que ils avaient d'abord fait une dévaluation de salaire, je crois, à hauteur de 83%. Et ça en était suivi la dévaluation, où on disait que c'était la dévaluation à 50%, mais en fait, la dévaluation, c'était à 50%. 50% de dévaluation ajouté à 83% de diminution de salaire. Donc, vous aviez des patrons qui gagnaient 800 000, 1 million 200 000, qui se retrouvent à peine 100 000 francs CFA. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, on a rencontré tout le monde. On s'aperçoit qu'un ancien directeur qui gagne à peine 100 000 francs CFA, en une soirée, il claque 3-4 millions de francs CFA en champagne. Ben oui. Donc, nous faisions donc le rapport, on disait, mais le cas du Cameroun est bizarre. Bon, on va voir les enseignants, on voit un policier qui gagne quoi, qui gagne à peine 65, 70 000, et on voit qu'il habite une maison. Son train de vie. Voilà, son train de vie, sans compter les maîtresses. Les maîtresses. Or, je parle de ça pourquoi? Parce que le but de la dévaluation, ils ont fait une mauvaise évaluation, c'est-à-dire que et c'est d'ailleurs ce que fait le FMI et ce que fait également la Banque mondiale, quelqu'un s'assoit à Bretton Woods avec un stylo, on décide ce qui va se passer en Afrique. Or, on n'a pas les mêmes paramètres. Vous avez un chef de famille qui a un salaire, mais ce salaire ne nourrit pas ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Vous avez des cousins, des neveux, etc. Voilà. Mais dans le même temps, quand ils décident ça, ils ont leurs paramètres à eux. Mais quand ils viennent en Afrique, ils se rendent compte que vous avez monsieur qui gagne cette somme d'argent, mais il a des rentrées d'argent, il a des maîtresses partout, qui ont des enfants parfois, et on ne sait pas comment il arrive à le faire. Alors tout ça pour dire que quand on dévalue, quand on a dévalué, ils ont décidé de dévaluer, c'était en tenant compte des paramètres occidentaux. C'est-à-dire que quand on dévalue en économie, quand on dévalue, c'est pour faciliter les exportations et réduire les importations. Mais dans notre cas, nous consommons tout ce que nous ne produisons pas et ce que nous produisons, nous le consommons. Ce que nous produisons, nous ne consommons pas, en effet. Voilà. Parce que vous avez des gens qui ne mangent pas les ignames, qui ne mangent pas le manioc, qui mangent les pâtes, qui consomment du champagne et du whisky, au lieu de consommer du vin de palme qui produisent, au lieu de produire le riz que vous mangez en abondance. Parce que vous allez en Côte d'Ivoire à l'époque où on a été faire le même recensement là-bas. C'était un vrai scandale. Parce que vous trouvez les Ivoiriens qui raffolent du riz. Le riz, c'est le petit déjeuner le matin, on le mange à midi, etc. On le mange à toutes les sauces. Vous avez des ignames, etc. Mais ils produisent le cacao et le café en quantité qu'ils exportent et ils importent le riz. Mais pourtant, ils pouvaient bien cultiver le riz. Voilà. Donc, et c'est cette campagne-là que nous bâtions. Ils achètent du haricot, alors qu'ils peuvent le faire. J'ai d'ailleurs une amie ivoirienne, une de mes belles-sœurs qui me demandait, c'est quand je parlais de la production de pommes de terre au Cameroun, elle me dit, mais vous arrivez à produire des pommes de terre au Cameroun? J'ai dit, mais pourquoi pas? Elle me dit, mais le sol, parce qu'au fond, Boigny leur avait fait comprendre qu'on ne pouvait pas produire des pommes de terre en Côte d'Ivoire. Oui, le sol à l'ouest, en effet. Oui, mais je lui ai dit à mon ami que petit, à Foumbot, nous on joue au ballon avec les pommes de terre. Parce qu'après le marché, oui, c'est vrai. Après le marché, les femmes
abandonne Il y en tout. a qui restent versés là parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce que pour la petite histoire, je suis originaire de Fumbote aussi. Hein. Ah, Donc, ah, mais, mais j'ai été à la COC toute ma jeunesse, hein, à la COC, où voilà, tout pousse. vous connaissez. Moi, mon père était le patron de Kaplanoun à Magba. Kaplanoun, Voilà, Kaplanoun. Oui. Kaplanoun. Parce qu'il y avait Kaplabam, Kaplanoun, Kaplami, etc. Donc, mon père était à un moment le patron de Je peux vous Kaplanoun. dire que la caisserie où on fabriquait les caisses pour ranger toutes ces choses-là, j'étais voisin à la caisserie en face de la mission catholique, la descente là. La caisserie était en bas, donc j'ai habité là. Oui, Je mais passais mes vacances. donc j'ai eu une idée de là où vous habitiez parce qu'on a de la famille là-bas. Il y avait ce grand bar sur la route entre Fumbot et, on va dire, entre Fumbot Koutaba ou bien Fumbot Bafoussam, où tout le monde s'arrêtait. Il y avait cette fameuse terrasse. Tout le monde Oui, s'arrêtait, prendre un oui, verre, tout à etc. fait. La Voilà, terrasse en fait, ça s'appelait la terrasse en plus. tout à fait. Donc, voilà, vous avez le monde petit. Alors, nous allions acheter des tomates à Fumbot. Mais les mamans qui venaient, parce que ces mamans n'étaient pas de Fumbot, elles venaient des environs. Et quand elles Oui, venaient avec cette tomate, il faut payer le transport pour venir. Mais quand on n'a pas tous les invendus, on les abandonne parce que on vous les avez abandonne. le transport pour aller au village. Pourquoi faire? Vous n'avez pas les moyens de conserver cela. Voilà. Alors qu'on leur disait, écoutez, alors quand vous êtes de Fumbot, vous devez connaître le prince Damako. Tout à Damako fait. Tout à fait. qui avait Damako qui avait le collège, tout à fait, je crois. tout à fait. Alors, une petite anecdote. Damako avait fait venir une variante d'haricot. Et on avait distribué les semences aux habitants de Fumbot des environs. Et ils appelaient ça en Bamoun Kou Damalko. Kou, ça veut dire le haricot de Damalko. Alors, De Damako. voilà, donc Damalko leur a demandé de venir tout lui vendre. Alors, il a pesé, il leur a dit, mais vous appelez ça le haricot de Damalko. Alors, Damalko a repris son haricot. C'était la petite anecdote. Mais tout ça pour dire que on a de quoi faire pour nous passer matériellement de ces gens-là. Vous connaissez Fumbot, vous cultivez ce que vous mangez, passez-vous du cacao. Parce qu'on l'achète mal. Alors comment on l'achète mal? Du café surtout. Fumbot, voilà. C'était beaucoup plus au café. Non, Fumbot, c'est le café, parce que le cacao, c'est dans le sud. Voilà. C'est chez nos amis petits. Voilà. Mais comment on achète mal vos produits, c'est eux qui font le prix? Ne les cultivez plus, parce que vous n'en avez pas besoin pour vivre. Qui boit du café? Depuis quelques années, ils l'ont compris, hein, parce qu'en allant à Mangrum, entre le pont du Noun et Mangrum, il y avait beaucoup de café qui longeaient la route aujourd'hui. C'est des haricots verts qu'on plante, c'est autre chose. Hein, ce n'est plus du café comme dans les années 80. Donc je pense que les Camerounais l'ont compris. Il serait bien qu'ils le comprennent davantage et que les plus autres peuples d'Afrique comprennent cela. Cultivez ce dont vous avez besoin, consommez ce dont vous avez besoin, ne prenez plus à l'étranger. Je me demande parfois pourquoi ils ne mangent pas les ignames. Mais j'en manque, ça coûte une fortune ici en France. J'aimerais retourner au Cameroun ou en Afrique, au Ghana surtout, chez notre ami le président Akufo-Addo, que j'adore. J'aimerais y retourner manger mon bankou. Hein, vous connaissez le bankou? J'adore le bankou. Je vais à Dabraka ou à Ladjo manger mon bankou et je retourne à Islegon dormir. C'est meilleur, le manière. Bon, une dernière question dans cette partie. Islegon où habite Abedi Pelé, lors de mon passage. Abedi Pelé, ni Odate Lamte, c'est lui qui est le plus mon ami. Donc, voilà. Donc, si vous aimez Islegon, c'est là-bas. J'étais de passage à Accra en décembre dernier, il m'a invité. Il habite Islegon, excellent quartier. Bon, on va donc parler en off parce qu'il me faut un passeport ghanéen là. Et le président a promis cela, il me le faut. J'adore ce pays-là, j'adore le Ghana. Voilà, on va poursuivre. Une dernière question dans cette partie-ci du franc CFA. Pourrait-on imaginer que le Ghana Cedis et le Naira s'entendent pour créer une monnaie propre au Ghana et au Nigeria? C'était un des vieux projets de Kwame Nkrumah, le tout premier président du Ghana et accessoirement le concepteur du projet des États-Unis d'Afrique. Voilà, c'était d'abord son projet. D'abord, il ne pensait pas qu'au Nigeria et le Ghana. Il voulait que ça aille jusqu'en Guinée, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. On se comprend. Aujourd'hui, l'UMOA va adopter l'écho qui sera encore chapeauté par la France. Le Ghana et le Nigeria s'y opposent. Voilà pourquoi je vous pose cette question-là. Pourrait-on imaginer le Ghana Cedis et le Naira s'entendre pour créer une monnaie propre aux deux nations, le Ghana et le Nigeria? Ça peut se faire, mais les deux pays ne veulent pas que ce soit une affaire nigériane et ghanéenne.
Ils veulent étendre ça à d'autres pays. Mais pour cela, ils ne procèdent par pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut une espèce de convergence économique avec les autres pays. Parce que si vous faites une union monétaire entre le Ghana et le Nigeria seulement, c'est pas grand-chose. Parce que déjà, vous savez que le Ghana n'a pas de frontière immédiate avec le Nigeria. Je crois entre le Ghana et le Nigeria, vous avez le Togo, le Bénin. Il y a deux pays. Les deux pays. Le Togo et le Bénin. Voilà. Mais qui sont les pays qui utilisent le franc CFA. Voilà. Donc, ce que les Nigériens, si j'ai bien compris, cherchent à faire, avec les Ghanéens d'ailleurs, c'est une convergence économique avec les autres pays de la sous-région, harmoniser leur position, pas faire une monnaie tout de suite, parce que la monnaie, c'est dans le symbole, même si il est vrai que c'est l'instrument de la souveraineté, mais il faut déjà une convergence économique, une espèce de libre zone de circulation, une zone franche où on peut procéder à des échanges, etc. Mais l'éco, c'est juste un autre franc CFA qui porte un autre nom. Le problème n'est pas de nom, parce qu'on aurait même pu garder le franc CFA. Je vais dire, on pourrait garder l'appellation. L'appellation, oui. Voilà. Le mécanisme qu'il faudrait changer. C'est le mécanisme. Le mécanisme qui, au bout de cela, qu'il faut changer. Ce n'est pas tant l'appellation, parce que vous pouvez appeler ça l'éco, appeler ça tout ce que vous voulez. Le chien ou le chat. Voilà. Mais si le processus... Le mécanisme ne change pas, ça change rien au problème. Voilà. Parce que c'est ce que nous dénonçons. Quand vous voyez l'extrême pauvreté dans laquelle les pays africains se débattent des populations, il faut leur tirer chapeau. Parce que quelqu'un se lève le matin, il n'a pas de revenus. Quand il prend un repas aujourd'hui, il ne sait pas quand est-ce que son prochain repas aura lieu. Mais ce que nous dénonçons, ce n'est pas une posture. Nous communiquons en français, vous et moi parlons français, donc nous ne sommes pas anti-français. Jean-Pierre Dupont, mon nom, il n'y a pas plus français que ça. Donc ce serait absurde de nous accuser d'une espèce d'être anti-français. Non, c'est une aberration, ça. Voilà. De ce dont il est question ici, c'est de la misère dans laquelle pataugent ces populations, parce que depuis bientôt 60 ans que ces États sont indépendants, il n'y a aucun projet de développement viable. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle l'aide au développement qui va aider. C'est-à-dire que quelqu'un au chômage, vous lui donnez de temps en temps 20 €. On ne construit pas un projet viable avec ça. Attaché au piquet du besoin, en fait. Voilà. Donc, ce que nous voulons, laisser les gens faire ce qui leur semble bon sans entraver, qu'on traite d'égal à égal, et que nous puissions réaliser de vrais projets. Mais il ne faut pas que tout soit rattaché à la France. Quand vous voyez ces pauvres garçons courir le risque de traverser la Méditerranée, mais ce n'est pas des gaietés de cœur qu'ils font. Mais si on faisait les choses sur place en Afrique, si on développait nos matières premières sur place, ça créerait des emplois. Qui viendrait ici, même moi qui vous parle, je n'aime pas du tout ce climat, je n'aime pas du tout la façon dont on vit confiné ici. Chaque fois que je vais en Afrique, je suis tenté de ne plus revenir. Voilà. Donc personne n'a envie de venir ici. Mais laissez les gens faire les choses et vous verrez. Et ça réglerait aussi le problème de l'immigration massive. Très bien, Jean-Pierre Dupont. Je vous recommande ce livre dans lequel vous lirez mes échanges avec Michel Roussin il y a 15 ans, avec Dominique Strauss-Kahn. Vous y découvrirez même que j'ai essayé de discuter avec Vincent Bolloré, qui a joué au serpent et qui a évité la discussion. Donc, c'est écrit là-dedans, Ils ont vendu mon frère, coécrit avec mon ami Yannick Nambo. Voilà. Pour parlant d'immigration, je recevrai dans quelques jours ici Bertil Okamik, qui vient d'écrire un livre sur sa traversée de la mer pour rejoindre l'Europe. Jean-Pierre Dupont, je vous propose qu'on se retrouve dans la seconde partie pour parler maintenant du Cameroun. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.